Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Passons à table, le podcast de WP Marmite. Alors dans ce podcast justement, j'interviewe des membres de la communauté WordPress pour justement mieux vous les faire connaître. Alors aujourd'hui j'accueille, j'ai envie de dire, un vieux de la vieille, quelqu'un qui est là depuis un bon bout de temps dans la communauté. C'est Olivier Gobet. Donc salut Olivier. Bonjour, salut. Donc, je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs. Donc, Olivier Gobet. Donc moi, je suis effectivement un utilisateur assez ancien de WordPress parce que j'ai commencé à faire des sites internet, à avoir une activité liée au site internet depuis 2000. Donc ça va faire 14 ans. Et dès que j'ai découvert WordPress, je me suis dit que c'était un excellent outil à proposer à mes clients. Donc ça veut dire que depuis à peu près 2005, je crois, j'ai commencé à utiliser WordPress, et en utilisant WordPress, j'ai commencé à fouiller un petit peu pour trouver des informations, pour me mettre au niveau. À l'époque, c'était vraiment le site de Francis Jouquet qui était extrêmement complet, sur lequel j'ai commencé à piocher des idées, à piocher des astuces pour en fait avoir une offre client qui soit de plus en plus complète. Voilà en gros, et depuis 2005 à peu près, je fais essentiellement du WordPress, essentiellement du site vitrine et aussi de la formation. Ouais, ok. Alors du coup, ouais, tu dis que tu as choisi WordPress, mais quelles ont été les qualités de WordPress? Donc même à l'époque, s'il avait beaucoup moins de fonctionnalités que maintenant, quelles ont été à l'époque ce qui t'a fait pencher pour WordPress? Alors le déclencheur, c'était extrêmement simple en fait, parce que je cherchais un moyen en fait de rajouter une partie blog dans les sites de mes clients. Et donc, dans un premier temps, j'ai trouvé .clear que je trouvais extrêmement bien fait, mais qui nécessitait en fait d'avoir un site en HTML pour les pages et une partie actualité avec .clear. Et en fait, WordPress était le seul à l'époque CMS simple d'utilisation à proposer à la fois des articles mais aussi des pages. Et c'est vraiment cet aspect CMS complet qui d'emblée m'a plu. Ok, d'accord. Alors du coup, ouais, tu nous parlais aussi de tes activités. Donc aujourd'hui, donc tu fais beaucoup de sites vitrines, mais tu fais aussi de la formation. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes activités en tant que formateur? En fait, ça a débuté assez simplement parce que quand on vend des sites WordPress, on vend un site en tant que tel, en ligne, mais aussi on vend un service associé de mise à jour. Donc en fait, très vite, j'ai proposé des formations qui sont associées à la réalisation du site. Et donc, très tôt, je me suis intéressé à ça, et c'est quelque chose qui me plaît, de former les gens à l'utilisation de WordPress. Donc ça, c'était un petit peu le point de départ. Ensuite, il y a eu plusieurs choses. C'est l'intérêt aussi de ce logiciel qui est relativement récent. C'est que on sent qu'il y a une demande, on sent qu'il y a des envies, on sent qu'il y a des choses à faire, et très vite, en fait, je me suis positionné sur des offres de formation, plutôt des formations que je destine à des débutants. Parce que ce qui correspond le plus à l'offre que je fais, je crée pas de thème, je crée pas de plugin, je vais pas fouiller dans le code. Donc moi, je suis plutôt positionné sur des formations débutants et d'utilisation d'outils existants. Donc ça, c'était le premier point. Et puis le second, c'est encore une fois Francis, avec qui j'avais sympathisé, qui était l'auteur, enfin le co-auteur
avec Amaury, avec d'autres personnes, d'un DVD d'auto-formation chez Eleform qui m'a conseillé pour reprendre la suite. Et donc, depuis à peu près 4 ou 5 ans, je suis auteur chez Eleform. Actuellement, j'ai 3 formations qui sont au catalogue. Une formation sur WordPress, une formation sur la personnalisation de thèmes et puis une formation sur wordpress.com. Et ce qui est intéressant, c'est que cet outil-là m'a ouvert d'autres portes. Ça m'a permis de voyager. Je suis allé plusieurs fois en Algérie pour y faire des formations. Et l'année dernière, je suis même allé au Cameroun. J'ai été invité pour y faire des formations là-bas. Donc c'est quelque chose qui est à la fois professionnellement intéressant parce que c'est une prestation supplémentaire, mais au niveau des expériences que j'ai vécues depuis, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et puis le dernier point, pour en finir avec la formation, c'est aussi d'intervenir dans une école. Donc j'interviens dans un institut, dans une fac à Nanterre, La Défense, pendant une semaine pour faire des formations WordPress pour les étudiants en 2e ou 3e année. D'accord. Alors, pour revenir rapidement aux formations que tu as fait à l'étranger, tu parlais d'expérience. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Quels ont été tes coups de cœur? Là, c'est tout l'intérêt du logiciel WordPress. On est sur un logiciel libre, donc on est sur un logiciel ouvert, donc on participe à la communauté comme on peut, en essayant de donner des astuces, en essayant de répondre aux mails, etc. Mais quand on est comme ça, invité dans un autre pays, en particulier quand ce sont des pays qui ont des difficultés ou qui sont, comme le Cameroun, encore dans une phase de découverte d'Internet, de pouvoir leur donner des outils, des astuces pour arriver à des résultats satisfaisants, c'est extrêmement agréable de se rendre utile. Et puis, humainement, c'est la possibilité d'aller dans un pays où on serait jamais allé, de rencontrer des gens qui ont les mêmes affinités, avec qui on peut vraiment parler comme on parlerait à des gens ici. Enfin, c'est tout l'intérêt aussi d'Internet et en particulier de WordPress, d'ouvrir comme ça et de permettre les échanges. D'accord. Et alors justement, et comment elles sont arrivées ces opportunités-là? Tu as été contacté par quelqu'un ou par un organisme particulier? C'est grâce à Google. Une fois de plus, je suis assez bien référencé sur Google, même si je constate que c'est de plus en plus difficile. Mais je suis plutôt bien référencé sur Google. Donc c'est des gens qui me trouvent pour des besoins de formation, d'intervention. Et comme ce sont des choses que j'ai déjà faites, comme il y a l'expérience aussi des vidéos en ligne, des DVD de formation. Donc comme ça me donne une certaine visibilité, une certaine pertinence. Et donc c'est comme ça que j'ai été sélectionné. Puis après, c'est des échanges de mails qui se font. Et puis on trouve assez vite des terrains d'entente. Ok, d'accord. Et alors, pour continuer un tout petit peu encore sur la formation, donc ce que tu proposes, chez les formes, c'est donc des formations vidéo. Et tu peux nous en parler un petit peu plus au niveau du format, au niveau de ce que tu enseignes exactement? Alors, les vidéos qui sont proposées chez Eleform, ce sont donc des cycles complets adaptés à un certain niveau. Donc, il y a la formation WordPress de base qui est plutôt adaptée aux débutants. Donc, c'est plutôt une sorte de passage en revue de toutes les étapes de création d'un site plutôt vitrine et de création d'un site relativement simple, relativement basique. Donc ça va de l'installation sur un hébergeur jusqu'au référencement en gros. Et en fait, j'insiste beaucoup sur des outils comme Jetpack, par exemple,
qui permettent d'automatiser un certain nombre de tâches. Donc l'idée, c'est vraiment de fournir des outils à des débutants ou à des gens qui ont commencé un petit peu à utiliser WordPress, à leur donner un ensemble d'outils pour avoir un site complet et qui fonctionne et déjà avec des petites règles d'écriture web afin d'optimiser le référencement naturel. Ok, Donc ça d'accord. c'est la première formation qui est plutôt temps. Je dois en sortir une nouvelle version parce que le problème dès lors qu'on fait des formations avec WordPress, c'est que le logiciel évolue très vite et ça devient pas obsolète, mais bon, l'interface change vite, des nouveaux outils apparaissent, donc en gros, tous les 2 ans, j'essaye de refaire la formation, donc la formation WordPress. J'attends la sortie de la version 4 pour sortir pour me mettre à l'ouvrage, pour refaire Ouais. la formation. Donc ça, c'était la première formation. La seconde, c'est plutôt par rapport à la personnalisation, donc sur l'utilisation des thèmes enfants, l'utilisation des plugins. Donc ça reste relativement grand public encore. L'idée, c'est d'utiliser les outils existants. Et puis là, j'ai réalisé une formation qui, cette fois-ci, n'est disponible qu'en ligne sur wordpress.com. Oui, donc la plateforme de blogging. Ouais, plateforme de blogging gratuite et puis payante par rapport à certaines options parce que je me suis rendu compte que certains clients étaient vraiment novices en informatique et qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin d'avoir un site très sophistiqué. Et je Ouais. trouve que WordPress.com, dans ce cadre-là, est vraiment un outil très, très pertinent. Et pas simplement un outil de blog perso, mais peut être aussi un outil de site professionnel. Hmm. C'est vrai parce que là, enfin, je ne suis pas trop, mais je sais qu'il a quand même beaucoup évolué au niveau de. Enfin, maintenant, on peut avoir des thèmes premium sur WordPress.com. Il y a beaucoup de choses qui ont changé Ouais, depuis c'est quelques ça. Et temps. puis moi, j'ai le sentiment aussi que WordPress, l'entité, enfin tout ce qui est WordPress, donc le WordPress.com, le WordPress.org, etc., est en train maintenant d'améliorer ce service-là. Ils ont d'abord vraiment amélioré le logiciel libre. Et maintenant que le logiciel libre a atteint une certaine maturité, je trouve que il y a pas mal d'efforts qui sont faits en direction du .com. Et puis surtout, on a les nouveautés en avant-première. Et puis c'est aussi parce que comme moi j'ai cette expérience de conception de site et de formation à la fois dans des entreprises ou dans des écoles, et en fait j'utilise souvent l'outil WordPress.com comme une première phase d'apprentissage. Sur une formation de plusieurs jours, la première journée va être consacrée à WordPress.com, Mhm. de façon à ne pas avoir de soucis d'hébergement, ne pas avoir de soucis d'installation de thèmes, etc. On va vraiment être dans un cadre restreint pour se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel dans WordPress.com, on le retrouve d'une façon plus générale dans le logiciel libre, tout ce qui est écrire un article, écrire une page, modifier, insérer une image. Tout ça fonctionne vraiment à l'identique sur, Mhm. euh, sur le logiciel libre. Donc je trouve que c'est une bonne base d'apprentissage. Et puis de toute façon, enfin pour moi le message il est souvent très clair. Pour apprendre à faire des sites, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire des tas. Exactement, ouais. Et WordPress.com, on n'a pas le barrage de se dire faut acheter un nom de domaine, faut acheter un hébergement. Là on peut créer des choses. Donc pour moi c'est vraiment un outil intéressant. C'est vrai, bah, c'est vrai que ça retire quand même. Enfin, on est plus libre d'un côté, enfin, avec le logiciel libre, en quelque sorte, on peut toucher à tout, mais c'est vrai que pour des personnes qui sont pas forcément enfin, techniques, parce que enfin, on peut faire des choses on peut faire des choses simples avec le logiciel libre, mais au bout d'un moment, si on veut pousser un petit peu plus loin, il faudra soit modifier un petit peu le code, etc. Et là, c'est pas à la portée de tout le monde. Ouais, mais même moi le travers que je retrouve souvent, c'est que quand on installe un site WordPress, on a envie de s'amuser avec les extensions, avec les thèmes, et je trouve que c'est un petit peu pas dangereux, mais bon, faut se concentrer sur l'essentiel.
Et l'avantage avec WordPress.com, c'est qu'on a une centaine de thèmes gratuits, ce qui est Mhm. extrêmement peu, et on n'a pas d'extension possible à installer. Donc ça limite le jeu et puis ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Et je trouve que ça c'est important pour enseigner WordPress de vraiment se concentrer sur l'éditeur, sur le fonctionnement des menus, le fonctionnement des widgets essentiels. Enfin voilà, c'est un petit peu mon, ma démarche. Oui, c'est vrai que, enfin, en quelque sorte, insuffler, enfin, faire connaître la logique de WordPress, comment fonctionne on va dire les principales options, quoi, en fait, les principales fonctionnalités. Ouais, et puis en plus, moi, ce que je trouve aussi très, très important, c'est le plugin Jetpack, hein, qui a été développé depuis quelques années et qui s'améliore régulièrement et qui permet vraiment de faire une passerelle très très simple entre un apprentissage sur WordPress.com, je sais pas moi, avec les galeries photos, avec les sondages, avec les fonctions de partage, etc., qu'on va retrouver une fois qu'on a activé son plugin Jetpack. Donc il y a vraiment comme ça une passerelle qui se fait et qui pour moi correspond bien à ma cible de gens qui veulent un site vitrine, qui veulent un site de présentation efficace, pas spécialement très perfectionné. Et moi, ça correspond à ma cible et je trouve que c'est adapté. C'est un outil adapté justement à des besoins de gens qui veulent être sur Internet sans spécialement avoir quelque chose de sophistiqué. Mhm, d'accord. Voilà. C'est vrai que moi j'utilise assez rarement Jetpack. Je trouve, enfin personnellement, je le trouve assez lourd, mais après c'est sûr que je ne suis pas du tout dans la cible. Mais, euh, mais voilà. Est-ce que tu as déjà vu enfin, des pour et des contre contre Jetpack? Est-ce que tu Oh bah oui, je crois ouais. que le reproche qu'on lui fait souvent, c'est sa lourdeur et puis d'imposer un peu des outils alors que certains voudraient peut-être d'autres outils. Mhm, mhm. Euh, mais bon, enfin, après c'est des débats comme il y en a beaucoup Oui, et c'est clair. puis c'est aussi quelque chose qu'on retrouve souvent, c'est bah, on a tous un peu des techniques différentes, on a un outil, on a plein de techniques différentes, plein d'approches différentes. Donc ça c'est la mienne et puis il y en a qui Oui, en c'est ont clair. d'autres. Et, moi je pense pas nécessairement qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises techniques, je pense plutôt que ce sont des démarches qui sont différentes. Mais en fait ce qui est important par rapport à ma démarche, c'est si on revient un petit peu sur mon parcours. Donc, j'ai expliqué que je faisais des sites depuis 2000, mais avant, en fait, moi, je travaillais plutôt dans la communication, dans l'événementiel. D'accord. Et avant de travailler dans l'événementiel, en fait, j'ai fait des études plutôt une orientation commerciale. Donc, en fait, j'ai jamais fait d'informatique, j'ai jamais fait de code vraiment. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse, moi, le code. Je m'éclate pas avec des lignes de code. Alors naturellement, hein, pour la personnalisation de thèmes, pour tout un tas de choses, j'ai dû m'y mettre, mais entre créer un plugin ou utiliser un plugin existant, pour moi, c'est clair que je vais plutôt prendre des choses existantes et tous ces outils qui existent, en fait, me permettent de construire des sites sans avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis. Et quand je fais des formations, en fait, bah, c'est un petit peu cette démarche-là que j'essaye de transmettre par rapport à mon public de gens qui, enfin, plutôt débutants. Donc, je trouve que c'est des outils qui sont bien adaptés à ça. D'accord. Ok, ouais, D'accord. donc tu te positionnes plus comme, en fait, tu fais en gros, c'est un peu comme des Lego, quoi. Tu prends des briques qui existent Exactement, déjà. exactement. C'est une image que je donne souvent, cette image de Lego ou un petit peu aussi d'architecte, hein, c'est-à-dire Mhm. qu'on va utiliser des choses existantes, mais naturellement pour moi, la fondation d'un site, c'est d'utiliser un thème existant. Donc, comme je disais, ouais, voilà, pour moi, la fondation d'un site, c'est un thème, et puis sur ce thème-là, je vais rajouter des choses. Donc, quand je fais des formations, c'est plutôt des plugins gratuits. Quand je fais des sites, ce sont plutôt des plugins payants Mhm. pour avoir vraiment quelque chose le plus complet possible. Ok. Alors, Ok. bah, comme tu as commencé à parler des thèmes, on va continuer là-dessus.
Quelle boutique de thèmes justement tu apprécies le plus? Je sais que tu utilises un Wootem pour ton site, il me semble, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, bah j'ai longtemps été un fan absolu des Wootem parce que il y a un framework qu'ils utilisent qui est vraiment très propre avec une documentation qui est associée, donc qui permettait vraiment de faire de la personnalisation de site très complète, hein, et très propre. Et ce qui a été intéressant aussi, et ça c'est quelque chose que je vendais aux clients, c'est de dire vous installez un Wootem, vous avez des shortcodes qui sont associés, vous avez une configuration qui est associée à ce Wootem, et l'intérêt c'est quand on change de Wootem, on retrouve la même chose. Donc ça c'est toujours d'actualité, mais le problème c'est que je trouve que Wootem a complètement délaissé les thèmes au profit de tout ce qui est WooCommerce. Ouais, c'est clair. Bah, j'en parlais avec Rémi Corson dans le premier épisode et il me disait que les thèmes dans Wootem, ça représentait environ 20% de leur chiffre d'affaires. Donc tout Ouais, le mais reste, c'est les c'est aussi add-ons WooCommerce, etc. Et toutes les extensions qu'ils ont sorties. Donc c'est ouais, mais le vrai, c'est problème, vrai. moi, je trouve que c'est parce qu'ils ont sorti des thèmes vraiment pas professionnalisants. À une époque, à chaque fois qu'il y avait un nouveau thème qui sortait, moi, je le regardais, je me disais, oh là là, faut que je fasse un site avec, il est super, Mhm. ils ont vraiment une démarche de site business qui correspondait vraiment à ma cible. Par exemple, là, j'ai un client euh, dans l'industrie chimique. Donc, on était vraiment sur des sites informatifs, sur des sites structurés, qui devaient rassurer, qui devaient sans fioriture. Donc, les Wootem étaient parfaits pour ce genre de site, mais là maintenant, les Wootem, moi je suis vraiment très très déçu. Et excepté le Canvas, hein, leur thème phare, mais Mhm. bon, on va pas le décliner à l'infini. Et puis ça nécessite, c'est vraiment un thème comme un framework sur lequel on va faire une personnalisation graphique. Donc il y a toute une intervention. Donc ça veut dire que c'est un budget nécessairement plus important que si on utilisait un thème un petit peu tout près. Donc pour répondre à ta question, moi je m'oriente encore beaucoup vers des thèmes forest. Ok. Et parce que je trouve que là il y a une concurrence, il y a énormément de thèmes qui proposés, il y a une concurrence qui fait que il y a des thèmes qui sont extrêmement complets, extrêmement novateurs. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de débats sur le sujet. Effectivement, Ouais, c'est c'est vrai. des thèmes qui deviennent plus complexes à utiliser, ce sont des thèmes qui deviennent lourds. Euh, et puis des fois on achète des thèmes et puis on est déçu et puis il faut en racheter un autre. Et ça c'est le jeu, je trouve un petit peu, c'est un petit peu décevant, mais c'est le jeu. Mais malgré tout, moi je continue à en utiliser. Genre, là en ce moment, je suis en train de faire deux sites assez costauds avec. Bon bah faut y passer du temps, mais je trouve que le résultat est un petit peu à la hauteur parce qu'on repousse un petit peu les exigences, on repousse un petit peu les niveaux de réalisation des sites et on a maintenant des sites avec des beaux sliders en page d'accueil, avec des menus statiques, avec des petites animations, avec du Virtual Composer Visual Composer pardon, qui permet de construire des sites extrêmement complets avec des modèles de pages. Et ça, c'est des choses que les clients demandent et qui va leur permettre à la fois moi, quand je crée le site, de proposer énormément de modèles de pages, de proposer énormément de fonctionnalités, et puis eux de garder la main dessus, même si les mises en page sont complexes. Ok, mais c'est vrai que j'en parlais avec Aurélien Denis, donc dans l'épisode 2, que c'est vrai sur Theme Forest, bon, il y a eu beaucoup de débats dessus, mais en tout cas, ce qu'on peut pas reprocher, c'est que graphiquement, il y a vraiment de la diversité et on peut vraiment avoir beaucoup de choses. Ouais, alors dans mon activité, moi, c'est quelque chose que j'utilise d'une façon assez régulière parce que je travaille avec une agence de communication
qui me sous-traitent la réalisation des sites. Et donc, eux fonctionnent d'une façon complètement transparente, hein, c'est-à-dire que ils vont vendre à leurs clients des thèmes Forest. Vraiment, c'est extrêmement clair, hein, c'est quelque chose de transparent sur lequel on va appliquer une personnalisation. Donc, c'est tout un dispositif qui est vraiment expliqué aux clients. Mhm. Euh, et on explique naturellement tous les avantages de ce type de personnalisation, mais aussi le fait que il va pas y avoir une création graphique complète, il va pas y avoir une création de code complète, ça va être des outils existants qu'on va utiliser. Et ça marche plutôt bien. Et je trouve qu'en termes de résultats, ça permet, comme on utilise des thèmes très graphiques, de pouvoir rajouter une plus-value au niveau de la présentation, parce qu'il y a énormément de champs de personnalisation qui vont pas être dans la structure, mais vraiment dans la présentation. Ouais, c'est clair. Bah, et on en a un petit peu parlé au WordCamp suite à ma présentation là, au niveau des questions-réponses. Et que, enfin, c'est vrai que faut être enfin, à mon sens, faut être clair quand on prend un thème sur ThemeForest ou Oui. autre, et pas vendre une prestation et dire, voilà, on a fait le design, etc. Et puis alors qu'on a acheté un thème à $50 sur ThemeForest, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, le discours que moi je tiens, c'est de vraiment de dire aux clients qu'on va gagner du temps sur la conception et que ce temps gagné va être consacré à l'ergonomie, à la mise en place de boutons d'action, à la mise en place de pages, de sous-pages pour optimiser le référencement. Enfin, vraiment Mhm. de faire un travail sur le contenu, parce que enfin, c'est aussi parce que j'ai une formation commerciale, j'ai fait du marketing, etc. Et c'est une partie vraiment qui, moi, m'intéresse. J'avais suivi aussi des formations sur l'écriture web. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et je trouve que quand on conçoit un site, quand on conçoit un site, en général, le client sait jamais trop ce qu'il veut. Le client a des idées, n'a pas tout le contenu, etc. Mais on utilise un thème comme ça, avec toute une palette d'outils à notre disposition, qui va permettre d'adapter au fur et à mesure de la conception du site le besoin du client en fonction de ses réflexions, en fonction du contenu, etc. En piochant justement, donc c'est cette idée de Lego, en construisant comme ça avec ses briques un, un site. Et vraiment, pour moi, c'est le contenu qui doit être le plus important et le référencement. Mhm. Bah, c'est vrai que, enfin, moi aussi, je m'en suis rendu compte avec mes clients, c'est que euh, souvent, au niveau de la rédaction web, il y a des petits soucis. Des fois, parfois, les gens mettent du texte un peu de toutes les couleurs, etc. Donc, après, on peut faire un beau site et il est entre guillemets après cassé par le contenu qui est pas forcément adapté. Et puis après, même ça nuit aux visiteurs et donc Ouais, c'est pas c'est top. Donc ça, c'est vrai ouais. qu'il faut insister là-dessus. Puis surtout, pour moi, ce qui est très important, c'est quand on crée un site, vraiment d'anticiper les mises à jour, d'anticiper les évolutions, et puis de vraiment que ce soit un sujet qui soit abordé avec le client pour que le site soit vraiment enfin, dure le plus longtemps possible, hein, soit le Ouais. plus optimisé dès le départ pour anticiper les mises à jour, les évolutions, etc. Ouais. Alors en parlant de ça, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Au niveau donc, des sites que tu fais, est-ce que tu utilises un plugin pour masquer certaines parties de l'administration ou est-ce que tu crées un rôle particulier pour éviter que les gens aillent modifier toutes les options du thème, etc. Ou est-ce que tu laisses ça libre? Non, en général, par défaut, c'est libre, c'est-à-dire D'accord. le client est administrateur du site. Alors, j'ai des sauvegardes, hein, et Oui, oui, le bien client sûr. est administrateur. Et en fonction des besoins, il peut y avoir des modifications comme ça. Euh, ce qui m'arrive par contre régulièrement de faire, c'est de rajouter des petites lignes de code pour Ouais. supprimer des custom post types qui seraient inutiles.
Hein, souvent, on Oui, c'est reparlait vrai que ça. des thèmes forest, il va y avoir des testimonials, il va y avoir des portfolios, il va y avoir des clients, il va y avoir des teams, il va y avoir plein de choses. Si je les utilise pas, je les supprime du back-office. Ouais, c'est vrai que ça permet d'alléger un petit peu visuellement Hmm. l'apparence de l'administration, c'est vrai. Et puis après, ça peut être aussi déroutant pour l'utilisateur qui va dedans. Et puis, on a fait une page témoignage, on a fait une page équipe, on n'utilise pas ce modèle-là, ils vont aller dans le team, ça va pas apparaître. Enfin, ça crée des Ouais. problèmes. Ok. Et du coup, et alors, une autre question me vient à l'esprit là, au niveau de la traduction. Est-ce que, donc, quand tu prends des thèmes sur ThemeForest, ils sont forcément en anglais. Est-ce que tu traduis toute l'administration pour tes clients ou est-ce que tu laisses ça en anglais? Non, parce qu'en règle générale, moi, ma prestation, c'est vraiment de leur fournir un site dans lequel ils ne feront que la mise à jour. Donc la partie administration du thème, option du thème, en règle générale, ils vont pas changer le logo, ils vont pas changer Oui, oui, c'est clair. la position du menu et tout ça. Donc enfin, j'ai jamais eu de client qui me demande ça parce que c'est D'accord. vraiment ma prestation. Et puis, bah, s'il demande, je rajouterai une option traduction, mais en Mhm. général, euh, moi, j'ai plutôt des petits clients, donc je suis plutôt sur des budgets assez serrés hein, de sites. Donc, on va essayer de limiter les dépenses. D'accord. Hein. Et Si ça donc, intéresse les ouais. gens sur mon site, à chaque réalisation, je mets des fourchettes. J'indique une fourchette. Je mets une fourchette pour pas que ce soit trop précis, parce que trop précis, ça ne signifie pas grand-chose, mais pour donner un petit peu une idée. Et Mhm. en règle générale, mes sites, c'est des fourchettes entre 1500, 2000 ou 2000, 2500. Donc c'est des budgets qui sont pas très élevés pour avoir un site complet. Et donc comme on limite les coûts, on va limiter la traduction, on va limiter des choses comme ça. Oui, c'est vrai parce que c'est la traduction, c'est très chronophage. Quand on passe son temps, enfin, on peut passer des fois 2 heures sur Poedit à changer les chaînes. Donc, Ouais, et mhm. puis tout n'est pas toujours très bien traduit. Enfin là, des fois Ouais, justement, on retrouve les reproches qu'on peut faire à certains thèmes qui ont été mal conçus, où on va trouver des chaînes qui vont pas être traduites, qui vont pas être optimisées pour la traduction. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses un petit peu pénibles. Quand on creuse un peu dans les thèmes, on va découvrir des des petites petites erreurs, surprises. des petites mauvaises constructions, un non-respect des règles WordPress normales. Ouais, ouais. Et alors du coup, on a parlé de ton activité de formation et de ton activité de création de site. Et si tu devais faire un ratio, chacune des activités représenterait à peu près combien au niveau C'est de ton En travail? fait, ça dépend. C'est très enfin mon fonds de commerce, vraiment mon activité principale, c'est la création de sites. C'est vraiment au quotidien. Ce que je fais, c'est de toute façon, c'est ce qui me plaît. Hein. J'aime bien créer des sites, donc ça, c'est vraiment mon business principal. La D'accord. création de sites, enfin la formation, pardon. La formation, c'est quelque chose qui vient en plus. Donc, c'est-à-dire que je fais pas de publicité là-dessus. J'ai mon site, mais c'est tout. Et, euh, et ça, c'est vraiment très ponctuel. Ça dépend des périodes. Euh, Ça peut être lié aussi à des entreprises à la fin de l'année qui vont se rendre compte qu'ils n'ont pas dépensé leur budget formation et qui demandent en catastrophe. Donc des fois, le mois de décembre est très propice aux formations parce que c'est D'accord. des queues de budget de formation qui auront été inutilisées. Il va y avoir des mois durant lesquels je vais faire plusieurs formations et puis d'autres pas du tout. Et puis c'est aussi en fonction de mes disponibilités parce qu'en fait j'habite dans le Gers, donc voilà, j'ai assez peu de clients sur place, donc ça nécessite de bouger. Et puis au niveau personnellement, au niveau de mon emploi du temps, je suis pas toujours très disponible. Donc Mhm. ça signifie que bah, je peux pas au quotidien me déplacer. C'est plus simple pour moi de travailler sur des sites. Donc voilà, en gros, c'est aléatoire. C'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose que dans l'absolu j'aimerais plus développer, mais j'ai pas nécessairement le temps ni
les moyens d'élargir ça. Donc voilà, D'accord. pour l'instant, c'est plutôt secondaire. Ok. Alors j'avais une question, mais elle vient juste de m'échapper. Donc c'est pas grave, on va continuer un petit peu donc sur les plugins parce qu'on n'a pas encore parlé de plugins. Enfin, on a parlé un petit peu de Jetpack tout à l'heure. Mais est-ce que tu as d'autres plugins que tu pourrais recommander? Pareil, à des gens qui commencent à créer leur site avec WordPress, voilà, des plugins qui pourraient être utiles. Bah, les plugins qui sont utiles, à mon avis, les gens, s'ils vont sur la page plugins et de regarder les plugins les plus utilisés, je pense que c'est un bon moyen de trouver des plugins de qualité répondant à des besoins précis de cache, de référencement, de galeries photos, de choses comme ça. Donc là, les plugins ou de formulaires de contact, donc les plugins là, ils sont disponibles, hein, que ce soit VP Cache, que ce soit Contact Form, que ce soit All-in-One SEO, enfin les plugins de référencement. Donc il y a Mhm. cela. Donc cela, c'est vraiment les plugins grand public. Après, moi j'aime bien utiliser des plugins. Alors là, on va passer dans les plugins payants, des plugins de mise en forme comme Virtual Composer, Mhm. que je trouve assez intéressant. Là, qui sont plutôt associés à des thèmes, donc c'est un petit peu différent parce que c'est plutôt associé à des thèmes, mais je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Et puis après, dès lors qu'on va aller un petit peu plus dans le code par rapport à des besoins de grille de saisie, le plugin ACF, je trouve que c'est un plugin absolument extraordinaire Mhm. et hautement recommandable pour à la fois créer des grilles de saisie, les intégrer dans la page avec des codes CSS pour faire des présentations, enfin, c'est vraiment un outil indispensable dès lors qu'on a des besoins un petit peu plus techniques dans un site. Ouais, bah justement, on en reparlera avec Maxime Bernard Jarquet dans un futur épisode, parce que enfin, il s'occupe de la traduction et d'ACF enfin pour en avoir discuté un petit peu avec lui, c'est un véritable apôtre d'ACF, donc Ouais. on en reparlera dans un prochain épisode. Donc ça, à mon avis, Euh, ouais, c'est quelque chose sur lequel il faut passer du temps et c'est vraiment pour ceux qui veulent prétendre bien maîtriser WordPress, c'est le plugin indispensable à connaître. Ouais. mhm. Ok, bon là j'ai retrouvé ma question de tout à l'heure. Euh, Justement, tu disais que tu étais dans le Gers. Et est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que c'est un handicap pour toi? Enfin après, je suppose que comme tu travailles en ligne, ça doit pas être un très gros problème. Mais est-ce que ta localisation t'a posé des problèmes ou apporté justement des avantages? Moi, je répondrai pas à la question. Enfin, je sais pas. De toute façon, c'était un choix familial de partir dans le Gers, donc j'ai pas réfléchi trop. Mhm, C'est évident que d'avoir à ma disposition WordPress et de participer aux événements, d'être impliqué, etc., m'a donné une visibilité par rapport à WordPress qui était vraiment pour moi une bénédiction, qui fait que des gens de toute la France, en faisant une recherche sur un spécialiste WordPress, sur de la formation WordPress, sur de la personnalisation de site avec WordPress, me trouvaient. Pour moi, ça a été une bénédiction parce que ça a complètement gommé l'aspect géographique. Donc ça, c'est ouais. le premier point, c'est que de toute façon, à la base, c'est extrêmement bénéfique parce que je m'y suis spécialisé très tôt. Après, c'est sûr que quand je vois tous les événements qui se déroulent à Nantes, à Paris, à Grenoble, là, je regrette vraiment d'être loin parce que même en utilisant Skype, en utilisant le chat, etc., en étant loin, c'est vraiment un problème parce que on est loin de la communauté, on est loin des choses qui se passent, parce que non, c'est vraiment pas pratique. Donc pour moi, c'est un handicap parce que bah, j'ai l'impression d'être un peu à l'extérieur de tout ce qui se passe. D'autant plus que j'essaye par contre enfin je participe à tous les événements, à tous les WordCamp à Paris. Mhm.
mais je me rends compte une fois par an que je retrouve des gens, mais malheureusement, je ne les retrouve qu'une seule fois par an. Et pour moi, c'est un peu un petit peu embêtant. Alors bon, avant, je travaillais depuis chez moi, dans mon petit village, depuis 4-5 ans. J'ai un bureau à Auch. Donc là, c'est extrêmement appréciable d'être dans un environnement professionnel, d'être avec d'autres personnes. Mhm. Mais bon, c'est Auch et c'est 21 000 habitants et D'accord. au niveau du développement économique, ça reste très orienté touristique. Donc pour moi, c'est bien parce qu'il y a des besoins en site touristique, mais voilà, C'est assez limité, quoi. voilà, il y a plus de potentiel de clients et puis de compétences à Paris ou dans les grandes villes. Ok, d'accord. Ok, alors je sais pas depuis combien de temps on parle, mais bon, je vais encore poser une dernière question. Est-ce que tu as justement, est-ce que tu as des projets, on va dire, à venir, etc., ou est-ce que ou est-ce que tu comptes rester dans la création de sites, enfin, comme tu disais que ça te plaisait, ou voilà, est-ce que tu veux continuer à évoluer sur quelque chose d'autre? Non, pour moi, le positionnement que j'ai et que je souhaite conserver, c'est vraiment d'être une personne qui soit capable de faire un site relativement basique mais complet et efficace. Voilà, ça c'est vraiment mon positionnement. Ok. J'ai pas la possibilité, je souhaite pas, ma structure c'est une SARL, Mhm. mais je souhaite pas embaucher du monde en étant dans le Gers. Enfin, je souhaite collaborer avec d'autres personnes, mais j'ai pas du tout un besoin de créer une grosse structure ou parce que ça répond à des gros besoins. Donc moi, je préfère continuer comme ça sur une activité un petit peu en solo. Mhm. Euh, de continuer à faire de la formation, de continuer à faire des vidéos de formation, éventuellement de partir à l'étranger comme j'ai pu le faire, ça me plairait, mais voilà, de continuer à faire ce que je fais dans la mesure où j'ai le sentiment que actuellement, quand on a besoin d'avoir un site internet, WordPress est vraiment une solution idéale pour des petits sites vitrines. Hein, ça c'est vraiment mon point de vue. D'autant que on n'a pas parlé de site responsive, mais c'est évident que l'offre en thème responsive et puis toute la démarche de WordPress pour rendre les sites visibles sur tous les supports est vraiment un énorme avantage parce que Mhm. on construit indifféremment des sites pour des écrans d'ordinateur, pour des smartphones, pour des tablettes. Donc ça reste un outil très très bien adapté. Moi, je me pose la question de la suite. Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, on consultera toujours des sites internet? Un moment, quand il y a eu les applications sur les tablettes ou sur les iPhones, etc., j'ai eu un peu peur parce que moi, je suis pas du tout capable de répondre à ça. Mais ça reste une autre discipline qui est bien séparée de la création de sites encore pour l'instant. Donc, Ouais. tant qu'il y a ce marché de création de sites et sur lequel WordPress est vraiment bien positionné, moi, je continuerai à faire des sites. Ok, d'accord. Ok. Super. Pour terminer, où est-ce que les internautes qui nous écoutent peuvent te retrouver sur Internet? Donc en fait, c'est très simple, hein. J'ai un site internet qui s'appelle GD6D, j'ai décidé. Mhm. Sur le gdcidé.fr, il y a les liens sur mes différents sites. Donc les sites, j'ai un site de présentation d'activités, j'ai un site consacré à la formation, j'ai un blog sur lequel j'essaye de poster des photos de formation ou de petites choses comme ça. Et puis j'ai aussi un site qui est consacré au thème, Mhm. c'est-à-dire que le travail de veille que je fais pour mes clients, je l'avais un peu mis en ligne sur le site VP Business Theme, hein, qui Ok, permet de présenter des thèmes WordPress adaptés à une utilisation professionnelle. ça marche. Eh ben, merci Olivier. Si cette interview vous a plu, je vous propose de vous abonner à la chaîne de VP Marmite, et donc vous recevrez les épisodes suivants de Passons à table, donc le podcast qui vous présente des membres de la communauté WordPress. Allez, au revoir et À à bientôt. bientôt pour le prochain épisode. Salut Olivier.